Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Pour me présenter très rapidement, donc je suis Aurélie Goyer, la cofondatrice du cabinet G Talent, que Naji présentera après. Pour ma part, je suis revenue en France l'année dernière puisque je reviens de 3 ans passés à Londres en tant que consultante en recrutement sur le même métier. En fait, j'ai commencé sur le recrutement d'actuaires, donc c'est des personnes qui sont dans les assurances, et j'ai découvert le potentiel de Salesforce à Londres. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec Naji d'ouvrir un cabinet de recrutement spécialisé sur Salesforce. Tout à fait. Donc moi, c'est Naji Gasmi, le deuxième fondateur donc de G Talent. Et comme Aurélie, j'ai une expérience vraiment similaire. On s'est rencontrés d'ailleurs durant notre premier emploi de consultant donc dans l'actuariat. Et puis, on est tombé dans l'écosystème Salesforce il y a quelques années, et on a décidé, vu le potentiel, de créer notre cabinet, donc G Talent, bureau à Lyon. Donc nous, on est spécialisé sur CRM, on chasse sur toute la France, CDI comme freelance. L'idée, donc, pour résumer, c'est d'accompagner nos clients pour trouver leurs ressources rares de talent Salesforce, et puis nos candidats, de les emmener, de les accompagner tout au long du process pour qu'ils puissent trouver chaussures à leurs pieds. Ok, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, pour conclure, Naji et Aurélie, ils ont rejoint donc le projet Univers Top en tant que mentors, donc en tant que coach, ils vont aider les candidats justement qui débutent ou même ceux qui ne débutent pas, mais qui ont des difficultés par exemple ou qui ont besoin de se préparer pour les entretiens Salesforce, ils vont intervenir en tant que coach. Donc rapidement, donc c'est ça leur cabinet de chasseurs. Je vais juste compléter votre présentation parce que vous m'avez dit quelque chose de très intéressant par rapport à votre cabinet, parce que aujourd'hui sur Salesforce, vous avez peut-être remarqué, les chasseurs, ils ne sont pas forcément basés en France. Et justement, eux, ils sont basés en France, et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a cette proximité. Et donc, je vous fais un peu de la publicité parce que je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important d'avoir la proximité avec la personne qui chasse, parce qu'au final, c'est quand même ta carrière. Si le recruteur est proche de toi, il va t'aider forcément à négocier, il va t'aider sur plein de points. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'allais dire par exemple, les candidats qu'on accompagne, on fait des phases de préparation aux entretiens. Et le fait d'avoir notre bureau à Lyon, ça permet pour les chanceux qui sont de la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir venir et faire des entretiens vraiment en physique. C'est très différent. Là, on est dans un contexte qui est pas possible, mais on a hâte de pouvoir rouvrir cette façon de travailler. Puis la chose intéressante, c'est qu'on a connu les deux. On revient de Londres, donc on a été chasseurs là-bas, donc on a appris plein de belles choses. Mais voilà, on a décidé d'ouvrir notre cabinet en France, effectivement, pour avoir cette proximité. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais me présenter aussi. Donc, mon vrai prénom, c'est Verolina Kintop. J'ai pris un pseudonyme parce que je voulais un petit peu me protéger sur les réseaux sociaux, et je fais en ce moment beaucoup de communication. Donc, mon deuxième prénom, c'est Valentina. Donc, sur les réseaux sociaux, vous allez me voir Valentina Ro. Donc, j'ai créé une communauté Salesforce Network depuis maintenant presque 2 ans. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez voir 2-3 fois par semaine recevoir des offres d'emploi. Et donc la suite de cette communauté, c'est mon école, d'abord l'école en ligne, donc avec des formations autour de Salesforce. Et aujourd'hui, j'ai vraiment saisi que les gens ils galèrent vraiment au niveau des entretiens, donc je voulais vraiment aller nicher un petit peu plus mon offre et aller vraiment uniquement dans la préparation de l'entretien. Pas uniquement évidemment sur Salesforce, mais aujourd'hui on parle de Salesforce, donc on reste sur Salesforce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il y a que 112 abonnés pour l'instant. C'est au mois de mars que j'ai décidé vraiment de me lancer, parce que j'ai vu qu'il y a une vidéo qui a vraiment bien marché, donc je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc abonnez-vous, ça me fera plus d'abonnés. Et en plus maintenant, je fais des vidéos une fois toutes les 2 semaines, donc autour de Salesforce, autour des entretiens de manière générale, et comment réussir sa carrière. Donc maintenant, juste pour rapidement parler donc de ce qu'on fait, ce que c'est cette offre.
Donc, on aide, comme dit Naji Aurélie, à vous entraîner aux vraies questions des entretiens d'embauche, posées donc au recrutement en France et à l'international. Donc vous allez vous entraîner sur des vraies questions. Donc ce sont des questionnaires qui vont vous être envoyés, mais aussi donc d'être accompagné si vous souhaitez par exemple faire des simulations d'entretien en parallèle de revoir votre CV, votre profil LinkedIn, vous donner quelques astuces pour réussir justement ces entretiens, avoir plus d'arguments. Donc on est certifié Datadoc, ce qui veut dire que vous pouvez et donc vous pouvez bénéficier aussi de CPF. Donc ça veut dire que si vous êtes un demandeur d'emploi, alors j'ai pas encore fait de deuxième demandeur d'emploi, donc je viens juste de finir le processus avec Pôle emploi, mais si on peut partir sur un premier dossier, pourquoi pas. Mais le CPF, il y a la possibilité aussi de prise en charge par CPF. Et donc pourquoi est-ce que cette offre tout d'abord parce que moi-même j'ai énormément galéré. Ceux qui me connaissent, j'ai énormément galéré en France pour décrocher un job. Vous pouvez entendre avec mon accent que je viens à la base du Kazakhstan. J'ai fait une reconversion école de commerce Salesforce. Et notamment donc les entretiens, en plus quand on maîtrise pas le français, c'est encore plus compliqué. Vous allez voir, Aurélie justement, elle va parler ensuite de l'importance de la communication. Et donc voilà, les décisions d'embauche sont principalement basées quand même sur les entretiens. Et même si on a un bon CV, une formation, ça ne suffit pas parce que maîtriser un entretien, c'est une compétence. Je ne sais pas si je dois accepter quelqu'un. Non, tout le monde s'est connecté. Ok. Je suis en train de créer une plateforme. J'espère qu'on va être ready avec notre MVP pour fin avril, justement pour avoir l'accès pour le test de simulation et à la fin donc, de ces tests, vous allez avoir un vrai feedback de la part des RH. Voilà, donc je laisse la parole à Aurélie Naji sur ce que les entreprises cherchent avant tout chez les candidats Salesforce. Merci Valentina, super présentation aussi. Donc, ce que les entreprises cherchent avant tout, forcément, la partie technique sera toujours abordée. Donc, pourquoi on a écrit les compétences, on parle de hard skills, donc toute votre partie technique. Nous, en tant que chasseurs, on raisonne avec des mots-clés. Donc, c'est des mots que vous allez entendre, mais dans l'écosystème, mais notamment quand vous débutez. Hein. Mais configuration, paramétrage avancé, création de champs, d'objets. Donc ça, c'est vraiment bien de faire son propre bilan et de savoir quelles sont vos compétences techniques, parce que ça va forcément ressortir en entretien. Et ensuite, la communication. Donc là, on est plus sur le côté soft skill, effectivement, que j'oppose aux hard skills. Et c'est très, très important. À titre d'exemple, nous, on travaille avec beaucoup de personnes très techniques, on travaille avec beaucoup de développeurs, avec d'architectes, et tous ne savent pas se vendre, ça s'apprend, on appelle ça un pitch, c'est vraiment savoir se vendre en entretien, savoir présenter son parcours, être concis, présenter son parcours de manière chronologique, parler de ses projets. Donc effectivement, ça c'est aussi ce que les recruteurs cherchent et à quoi ils font attention, puisque vous pouvez être très bon techniquement, mais être très introverti ou mal à l'aise pour vous vendre ou communiquer ou être un mauvais communicant. Donc ça arrive parfois, mais heureusement on peut s'entraîner. Hein. Et aussi, ce qu'on a remarqué, les recruteurs aiment bien les talents qui savent vulgariser. C'est-à-dire, même nous, hein, quand on est au téléphone avec nos candidats, notre cœur de métier, c'est être consultant. On n'est pas développeur, on n'est pas consultant technico-fonctionnel comme vous pouvez l'être. Donc, c'est bien que vous puissiez être concis, capable de nous vulgariser votre métier avec des mots simples. Et ça montre que vous avez du recul sur votre activité. Donc voilà, toute la partie communication, la capacité d'expression, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Le niveau d'anglais, on pourra aussi en parler si vous avez des questions par rapport à cela. Et sur la partie soft skill, je rajoute, c'est la dernière ligne, un état d'esprit, la capacité de travailler en équipe. De plus en plus, notamment à l'heure actuelle, les recruteurs cherchent à connaître vos valeurs les plus profondes. Donc, vous pouvez être très bon techniquement, vous pouvez avoir une très bonne communication, mais pas vous raccorder aux valeurs d'une société, ne pas vouloir travailler en équipe, par exemple, être quelqu'un de très introverti, autonome. Donc, des fois, ça ne peut ne pas matcher. Et tous ces points font que on cherche quand même à connaître aussi votre état d'esprit. Oui, Aurélie, je vais rapidement juste rebondir sur la communication, juste pour donner une toute petite histoire qui va
peut-être vous intéresser. Donc, c'était un recrutement aussi que je fais également pour un de mes clients. Et donc, c'était un développeur qui était assez expérimenté, mais qui ne savait pas du tout communiquer. Et c'était assez gênant pendant l'entretien parce que il a préparé son discours. Et comme c'était une visioconférence, on voyait qu'il lisait certaines réponses à certaines questions. C'était un moment gênant, effectivement. Donc, il faut avoir un pitch. Non, mais c'est tout bête, mais par exemple, ça peut paraître étrange, mais entraînez-vous si vous êtes seul devant un miroir ou même face à des membres de votre famille. Tout simplement, effectivement, on le dira jamais assez. Ça peut paraître, oui, vous allez me dire, c'est classique. Et après, on répondra à vos questions. Ça peut paraître très classique ce que l'on dit aujourd'hui, mais préparer un entretien et déjà le 50% du travail est fait. Ça se voit quand vous êtes préparé. Et effectivement, ce qu'il faut éviter, c'est l'écriture, de relire quelque chose. Enfin, c'est pas ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Voilà, la partie soft skill, ils recherchent aussi de plus en plus des personnalités qui vont bien s'intégrer et des personnes qui savent vraiment se vendre. Ok. Donc on va passer directement aux questions. Donc on va vous poser lors des entretiens en post Salesforce. Alors, tous les entretiens sont différents, bien entendu, mais il y a quand même des grands classiques qui reviennent à chaque fois. La première chose, j'ai envie de dire, quand on est dans un processus d'entretien Salesforce, c'est tout d'abord le recruteur va essayer de voir quel est votre intérêt, qu'est-ce que vous connaissez sur la plateforme. Qu'est-ce que vous connaissez de la plateforme? Pourquoi avez-vous choisi Salesforce? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment très important. Là, l'idée, c'est vraiment pas de sortir, j'ai envie de dire, le résumé de la page Wikipédia, ça se voit tout de suite, mais vraiment sortir ce que vous avez compris. Le CRM Salesforce, c'est aujourd'hui un CRM quand même assez complexe, avec différents modules. Il faut savoir à quoi servent-ils, quelle est vraiment la valeur ajoutée des modules pour l'entreprise, quel est son impact réel pour les utilisateurs, comment ça peut faire améliorer les systèmes, etc., la collaboration. Et puis, dans un second temps, pourquoi Salesforce? Pourquoi avez-vous choisi Salesforce? Ça dépendra tout à chacun. Par exemple, Salesforce aujourd'hui, c'est un CRM qui a de l'avenir, donc ça peut être très intéressant. C'est numéro 1 mondial, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous avez une appétence IT, digitale, et que vous avez aimé, par exemple, la façon de coder en Apex, sur Lightning, etc. Ou peut-être même que vous étiez côté utilisateur, féru technologique, vous avez décidé, parce que la plateforme vous a vraiment intéressé, d'aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est sûr. Je pense que vous aurez des questions sur l'écosystème Salesforce de manière générale. Donc voilà. Après, je rajoute aussi ici, et ça c'est effectivement, en fait, c'est surtout des personnes qui débutent sur Salesforce, ils se plongent sur le côté technique. Ah, il faut que je sache ça, il faut que je sache ça. Ils ne passent pas suffisamment de temps sur la compréhension, ce que c'est, tout l'écosystème. Et je sais, j'ai travaillé quasiment 5 ans sur Salesforce, et même moi-même, je me suis rendu compte, je crois, au 3e année, que au final, je connais pas grand-chose justement sur l'écosystème. Enfin, c'est vraiment une prise de conscience parce que on se plonge dans l'opérationnel, on pense ah oui, il faut que j'apprends ça, il faut que j'apprends ça. Et effectivement, lors des entretiens, ce qu'on attend, c'est la compréhension assez globale de ce que c'est, et pourquoi et du comment. Et quel est surtout son impact pour l'entreprise. Voilà. Ouais, puis c'est surtout un CRM, comme disait Naji, très complexe et qu'en constante évolution, il y a encore des modules qui se créent. Donc, c'est bien de se tenir en veille. Dans tous les cas, quand on est dans un écosystème, faut se tenir au courant, faut être au courant de l'actualité. Donc, c'est d'autant plus important. Ensuite, donc oui, pourquoi vous êtes en recherche et pourquoi le poste vous intéresse-t-il? Alors, simplement sur la partie lexicale, vous l'avez compris, nous on est chasseurs de tête, donc on distingue bien les personnes en recherche active des personnes à l'écoute. Les personnes en recherche active, c'est des personnes qui sont disponibles assez rapidement, qui n'ont pas d'emploi ou alors qui sont sûres de vouloir changer de leur employeur actuel. Et les personnes à l'écoute, c'est en général les personnes que l'on côtoie avec Naji, puisqu'en tant que chasseur, nous, on débauche des personnes qui sont en CDI et qu'on essaye de convaincre d'aller rejoindre nos clients pour un nouveau challenge professionnel avec
plein d'avantages. Donc voilà, on fait bien la différence entre recherche active et écoute pour notre part. Et ce qu'on vous conseille sur cette partie-là, c'est d'être honnête et transparent. C'est aussi notre manière de travailler, mais votre situation, elle est telle qu'elle est. Faut connaître votre CV, hein, je le disais, être concis et chronologique, mais il faut aussi expliquer tout ce que vous avez mis dans votre CV vraiment de manière transparente. Votre situation, elle est telle qu'elle est, vous n'allez pas la changer, donc être honnête là-dessus. Et ensuite, c'est lié intimement. Donc, pourquoi le poste vous intéresse-t-il? Alors ça, il peut y avoir mille et une raisons, mais comment y répondre? C'est de faire le lien entre ce que vous avez actuellement, votre profil, votre CV, donc en gros vos points forts et vos points faibles, et le poste. Quand vous faites le lien avec ces éléments-là, vous allez pouvoir répondre à la question pourquoi le poste m'intéresse. Oui. Ok, très bien. Najid, rien à rajouter? On continue. Non, c'est très bien, c'est ça. Il faut être préparé, hein, on en reviendra toujours, et il faut savoir du coup répondre à cette question qui sera forcément posée. Donc c'est vrai que c'est quand même assez basique, mais c'est quelque chose qui reviendra à chaque fois. C'est le plus difficile de répondre aux questions basiques. Les questions basiques, on est souvent perdu face aux questions basiques. Et donc, bien entendu, donc on est sur des process de recrutement Salesforce. Dans chaque process, peu importe le niveau, il y a toujours plusieurs étapes et il y aura forcément une table d'évaluation technique, qu'elle soit directe, sous forme de test ou indirecte. Ça peut être à l'oral en parlant avec un expert ou quelqu'un qui a un peu de bouteille sur la solution. Il faut savoir qu'il faut pas les prendre à la légère ces moments-là parce que même à l'oral, on peut très vite déceler le niveau d'une personne, même si vous pensez pouvoir être bon, voilà, on peut avoir de certaines surprises. Donc il faut être préparé à ça. Par exemple, pour nos amis développeurs, peut-être revoir les pratiques de code, les bonnes pratiques de code, etc. C'est des choses importantes. Être préparé, voilà, savoir ce qu'on sait faire et répondre à la demande, que ce soit configuration, paramétrage, création de champs, code Apex, etc. Mettre en valeur un peu les projets sur lesquels vous avez pu travailler, sur quel module vous sentez le plus à l'aise. Il faut être sûr de soi à ce moment-là. Les certifications, on peut en parler un petit peu. Comme disait Aurélie, je pense qu'il faut pas forcément passer des certifications pour les passer. Il faut avoir un but, un projet professionnel, mais elles ont quand même un intérêt déjà pour votre future entreprise. Alors, ça va lui permettre de se mettre en valeur, de rajouter des certifications à son actif, pouvoir développer d'autres partenariats. Si on est sur une ESN, ça peut aussi permettre aux futurs clients, consultants, de les rassurer. Souvent, quand on n'est pas de l'écosystème Salesforce, on se rattache justement à ces certifications, voilà, pour avoir un minimum d'assurance, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est toute la partie technique, c'est très important. Mais aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, la communication, etc., la partie soft skills, c'est super importante. Donc on est toujours sur de la communication, du savoir-être, de la politesse, c'est recherché. Ça peut vraiment faire la différence sur des profils techniques égaux. Et puis, voilà, il faut aussi montrer qu'est-ce que dans votre parcours personnel et professionnel, qu'est-ce que vous avez pu tirer de vos missions précédentes. Ça, c'est très important. Et j'insiste bien aussi sur le personnel parce que sur le professionnel, par exemple, peut-être que parmi nous, il y a des sportifs de haut niveau. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Sûrement de la rigueur, sûrement de l'endurance, un côté challenger, atteindre ses objectifs. Toujours parler, quand on parle de soi, les concrétiser avec un exemple, c'est très important. Peut-être qu'auparavant, vous avez, d'une manière solitaire, développé une application. Peut-être que vous avez créé un site internet. Voilà, c'est plein de choses il faut en parler, faut surtout pas hésiter parce que c'est de la valeur ajoutée pour vous. Mais il faut surtout comprendre qu'est-ce que vous pouvez en tirer de ça. Est-ce que peut-être que vous avez appris une méthodologie de travail, par exemple, la fameuse méthode agile qui est très recherchée par les clients. Est-ce que vous avez pu travailler en équipe, l'autonomie, de la rigueur, etc. Ok. Et comment faire si la personne n'a pas de certification en quoi? Comment elle pourra se mettre en valeur? Où la certification en cours de préparation? Déjà, si elle est en cours de préparation, qu'elle n'hésite pas à l'indiquer.
Parce qu'encore une fois, ça, c'est très bien. Ça montre que vous êtes déjà engagé, que vous passez du temps, et ça montre, on répond un peu à la question pourquoi Salesforce. Ça montre que vous vous y intéressez. Donc après, si vous avez aucune certification, peut-être que vous avez passé des badges. Donc on peut parler de ça. Peut-être que vous avez un certain niveau sur la plateforme. La certification, c'est vraiment pas quelque chose qui est sine qua non pour avoir un poste. On arrive tous les jours à passer même, j'ai envie de dire, des consultants un peu fonctionnels de haut niveau, des développeurs de haut niveau qui n'ont pas de certification. Donc la première, pourquoi? Par faute de temps, tout simplement, ou parce qu'ils n'ont pas eu la nécessité de le faire. Mais quand on cherche son premier emploi, ça peut faire la différence, c'est sûr. Encore une fois, s'il y a un choix à faire, parce que ça apporte de l'intérêt, ça apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. Mais excuse-moi de te couper, Naji, mais effectivement, quand les candidats nous demandent de passer des certifications, voilà, c'est pas non plus en passer 10. Ça n'a un peu ni queue ni tête. C'est vraiment, faut le lier à votre projet professionnel. Vous passez une certification, d'accord, dans quel but? En général, c'est vrai que la plupart des personnes commencent avec la certification d'administrateur. Bah oui, c'est pour se lancer dans l'écosystème, ça coule un petit peu de source. Donc, mais voilà, et si vous avez le temps, c'est bien d'en passer et de prendre de l'avance, mais pour nous, c'est quand même bien qu'il y ait un sens à cette certification et que vous pouvez la lier avec votre projet professionnel. Oui. Merci. Voilà, donc on était concis. Ça, c'est parfait. Maintenant, c'est à votre tour. Allez-y avec vos questions. Oui, c'est vrai qu'on a été assez générique, très classique. Bon, on pourra rentrer dans le détail avec vos questions, on sera ravis d'y répondre. Mais je terminerai quand même. Quand vous sortez d'un entretien, en fait, faut répondre à 2 questions. C'est qu'est-ce que l'entreprise va m'apporter et qu'est-ce que je peux leur apporter. Si vous savez répondre à ces 2 questions, 50% du travail est déjà fait, puisqu'au moins vous avez vraiment une idée globale de dans quelle direction vous allez. Ce qui est pour nous un entretien réussi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez mettre à votre micro. Delphine? Je crois que Delphine a une question. Non? Delphine? Non, je vous ai écouté avec attention. Non, j'avais pas spécialement de questions. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Déjà par rapport, j'avais compris parce que je crois que j'ai déjà eu, enfin non, je suis sûre, j'ai déjà eu un échange avec Aurélie qui m'avait expliqué justement qu'elle recherchait des profils avec un minimum de 3 ans d'expérience. Et du coup, je comprends bien le positionnement en fait chasseur de tête et du coup plus sur les personnes qui sont à l'écoute en fait par rapport à votre positionnement. Et du coup, je vais essayer de plus cibler des ESN ou parce que moi clairement je suis en recherche active. Voilà, je vais aussi travailler sur mon CV, sur des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis, on va dire, après 20 ans dans l'agroalimentaire sur des postes marketing et catégorie management, je suis toute jeune dans l'écosystème Salesforce. Donc c'est ce positionnement qui est compliqué, même quand on est prêt. Pour moi, il est hors de question d'afficher un salaire que j'ai eu précédemment, mais peu importe. Non, mais c'est sûr. Et puis pour vous répondre aussi, en effet, nous on répond quand on a des opportunités, c'est qu'elles découlent de nos clients. Et nos clients nous mandatent à 95% sur des postes assez confirmés. Néanmoins, donc la meilleure méthode, et ça on pourra peut-être le travailler ensemble avec Valentina, etc. C'est toujours, c'est pour vous en tout cas, pour les personnes, pour avoir le premier emploi, ce sera de l'approche directe. Ce sera d'être parfait sur toute sa présentation et d'y aller franco. LinkedIn est un très bon outil d'ailleurs, il faut savoir l'utiliser, c'est très important. Et ça, on en a vu tous les jours des personnes qui ont décroché leur emploi grâce à l'outil. Mais en tout cas, n'attendez pas grand-chose si vous êtes vraiment junior dessus de la part des cabinets de consultants. Je pense qu'il y aura très très peu de chances qu'ils aient déjà une opportunité. D'accord.
Et essayer de se démarquer sur des projets. On a beaucoup, ça c'est pareil, on travaille dessus pour essayer de vous donner plus d'informations, mais on a beaucoup de profils justement pour, comme disait Naji, un marché quand même tendu. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent obtenir un poste et essayer de vous démarquer, essayer de créer un projet par vous-même. Alors ça peut être un portfolio par exemple, où vous montrez vos compétences, ça peut être une création d'application, ça peut être un projet que vous menez seul. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal. Je sais que c'est peut-être pas l'idéal, hein, de chacun à sa vie, mais il y a des projets bénévoles parfois où vous n'êtes pas rémunéré, mais ça vous permet de rentrer dans l'écosystème et vraiment de participer à un projet. Et ça, bah, clairement, après, vous pouvez le parler en entretien. Donc, faut essayer, voilà, de se dire bon, il y a beaucoup de personnes. Qu'est-ce que moi je peux faire pour être différent? Essayer de me démarquer et vraiment grandir mon projet. Tout à fait. Oui, je vous remercie. Oui. Une autre chose, juste un dernier conseil que je voulais aussi donner, c'est par rapport aux spécificités. J'ai remarqué qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'administrateurs, beaucoup de monde qui se lance dans les formations administrateurs Salesforce. C'est très bien, mais en fait, la tendance sur le marché est qu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup de projets spécifiques. On demande aujourd'hui un expert Community Cloud, un expert Field Services, un expert Marketing Cloud et autre chose spécifique. Et en fait, il y en a vraiment pas assez. Et ça fera vraiment une vraie différence, surtout si vous vous entraînez aussi avec un petit projet. Parce que comme il y en a pas beaucoup, l'entreprise, elle va peut-être un petit peu fermer les yeux parce que vous y êtes intéressé à ce sujet. Alors que les administrateurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup et en fait, ça fait beaucoup de profils très généralistes. Et voilà, donc ça, c'est compliqué. Et tout à fait d'accord. Nous, on voit le cas tous les jours, justement, de personnes qui ont une bonne spécialisation. On peut parler, voilà, de community, de CPQ. Donc ça, le fait d'avoir une spécialisation, c'est super bien. Ça permet de faire la différence, d'avoir un emploi plus facilement, d'être très recherché. Quand on est freelance, d'avoir des TJM très intéressants. Donc, c'est super important de pouvoir trouver, je trouve, aussi le module tendance. Parce que voilà, il y a quand même des tendances, hein, il faut pouvoir suivre. Et puis même d'une manière, par contre, un peu plus large, aujourd'hui, ce qui est aussi un peu plus demandé, contrairement aux administrateurs qui sont vraiment sur la partie fonctionnelle, c'est la technique. Il y a beaucoup plus de postes techniques. Et quand je dis technique, je parle des développeurs, je parle des tech leads, des architectes techniques. Là-dessus, c'est le marché beaucoup plus tendu. Déjà, il était tendu auparavant, avant la crise qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, d'autant plus, parce que après c'est une interprétation que je fais, qu'on fait de ce qu'on pense, mais j'ai l'impression que les entreprises ont perdu énormément de projets suite à la crise, et donc du coup l'idée c'est pas forcément d'en créer de prochains, c'est pas forcément voilà de recruter du coup du product owner, du chef de projet, mais plutôt de consolider déjà ceux qui restent. Et là-dessus, bah on est sur du run, donc il faut des développeurs, il faut de la technique, il faut finir les projets existants, ceux qui restent. Donc après, à voir si on connaîtra une autre dynamique où il y aura du coup plus de postes fonctionnels. Mais nous, clairement, aujourd'hui, on a remarqué la technique. Ouais, non, mais c'est ce que tu disais, c'est l'offre et la demande. On nous pose aussi souvent la question, par rapport à la pandémie actuelle, hein, quelle est la température du marché? Et c'est ça, clairement, il y a l'écosystème Salesforce a été touché, mais moins touché que d'autres domaines, hein, bien entendu. On reste dans l'IT et c'est quand même un secteur qui est porteur, mais effectivement, il y a quand même les profils fonctionnels ont été beaucoup plus touchés que les profils techniques. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on recherche beaucoup plus de profils techniques que des chefs de projet, que des profils fonctionnels. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à ça quand vous vous lancez dans l'écosystème, se dire bon, où est-ce que je me lance pour être sûr effectivement d'avoir un premier emploi. Bon, après, il faut quand même une appétence pour faire du code, hein. Oui. Je vous dis tout de suite. C'est ça aussi, tout le monde n'aime pas forcément mettre les mains dans le cambouis, aller dans le code. Bien sûr. Enfin, si vous voulez pas faire du code, juste pour information, j'ai fait beaucoup de com aussi. On a des formateurs sur le Marketing Cloud et je suis en train d'enregistrer une nouvelle formation aussi sur le Marketing Cloud. J'ai 2 formations sur Udemy
sur l'administration, donc sur le marketing cloud. C'est possible aussi de faire des Ouais, mais le marketing cloud, c'est clairement un module qui est tendance aujourd'hui. Qui est très technique, qui est très technique quand même, qui reste, ouais. Oui. Oui. Ok. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vous dis merci beaucoup. Et puis, si vous en avez des questions qui vous viennent à l'esprit, et si vous avez un entretien à préparer et vous en avez besoin d'aide, donc je vous envoie ensuite la rediffusion, je vous envoie toutes les infos par email à tous les participants. Merci. Moi, j'ai deux têtes. Avant de finir, je peux ajouter deux petits points qui sont quand même intéressants à discuter. C'est le niveau d'anglais. Ah oui. J'ai un cadre là-dessus. Ça peut faire aussi la différence, à savoir que c'est déjà l'écosystème Salesforce, donc, est de base un écosystème américain. Quand vous formez dessus, vous voyez très vite qu'à un moment donné, on passe full English. Donc ça, c'est quelque chose déjà pour soi-même à prendre en compte, mais aussi d'un point de vue d'un client. Aujourd'hui, si vous êtes amené à travailler dans des projets, peu importe votre place, il y a de nombreux projets qui demandent une organisation internationale. Peut-être que par exemple demain vous allez travailler avec un product owner anglais, avec un développeur indien, donc tout se fait en anglais. Donc ça c'est super important. Il faut aussi différencier son niveau, j'ai envie de dire lu, écrit et parlé. Souvent on fait vraiment, on pense être professionnel, mais ce n'est pas le cas. Je vous invite par exemple à passer des tests européens de moins de 2 ans, type le TOEIC. Si vous avez un bon niveau, ça peut faire la différence durant les entretiens. Donc voilà, l'anglais, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, je parlerai aussi peut-être des temps de trajet qu'on n'en a pas forcément compte. Ce sera jamais abordé en entretien d'une façon directe, mais des entreprises peuvent essayer d'essayer si vous allez avoir la capacité, notamment pour nos amis parisiens, d'endosser, de soutenir ces temps de trajet. Quand on peut aller, par exemple, on peut avoir 1h30 de trajet pour aller voir un client, donc 3 heures dans la journée, c'est quelque chose quand même d'assez lourd et il faut avoir les épaules pour le faire et voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose qui est possible. Et est-ce que, à votre avis, par rapport au trajet, les entreprises aujourd'hui, ils recrutent en full télétravail ou c'est quoi aujourd'hui la tendance? Parce que avant la crise, c'était compliqué. Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, superbe question, Valentina. Effectivement, c'est un peu aussi le sujet RH tendance. Alors, du côté des candidats, c'est clairement de plus en plus recherché et nous-mêmes, on le comprend, puisque c'est, on va dire, un des avantages, c'est ce que la pandémie a amené, c'est qu'on a découvert que le télétravail était faisable de manière plus forte que ce qu'on a connu en France auparavant. Du côté des clients, c'est vraiment ils sont encore en transition. On a l'impression, en toute transparence, on a des clients qui sont en full remote et qui le proposeront à la fin de cette crise, donc qui sont tout à fait adaptés, qui ont l'habitude. Il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui s'ouvrent aussi, qui se développent, puisque les employeurs n'ont plus forcément envie d'avoir un bureau à charge avec toutes les charges que ça induit. Mais effectivement, on a encore quand même beaucoup de postes où le télétravail est accepté, mais à hauteur d'1 ou 2 jours par semaine. Ok, merci. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés et pour vos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.